Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoForce pour cette actualité crypto donc numéro 75. J'espère que vous allez bien les amis, que vous passez un bon dimanche, vous avez passé un bon week-end. Et puis écoutez, c'est parti, hein. Comme d'habitude, aujourd'hui je vais vous parler des projets crypto, notamment du Bitcoin en premier lieu, VeChain, VV Digital Collectibles avec, vous savez, la sortie de Blackpink prochainement, et également bien sûr un peu d'actualité sur XRP Ripple, et je n'ai pas d'autres actualités sur les autres projets dont je parle d'habitude. Voilà. Donc c'est ça le programme. Et en fin de vidéo, hein, vous connaissez la chanson, c'est actualité crypto générale et actualité économique également générale. Et on va voir des choses plutôt intéressantes sur le niveau macroéconomique, quand on va voir les courbes et même les conseils de Robert Kiyosaki, vous savez, le célèbre auteur de Père riche, Père pauvre. On va en parler de tout ça parce qu'il y a des choses très intéressantes en train de ressortir là-dessus. Allez, bon bah écoutez, c'est parti. Donc là, je suis sur le site internet de Farside Investors avec toutes les données data, vous savez, des bitcoins en termes de ETF, Bitcoin Spot plutôt au niveau des flux. Et regardez, donc j'ai les données depuis le 30 avril 2024 avec toutes les données mises à jour sur le mois de mai 2024. Et donc on peut constater que en termes général, hein, c'est toujours et largement de très loin le gestionnaire d'actifs BlackRock qui est en tête de capitaliser et d'attirer tous les flux des ETF Bitcoin Spot, comme vous pouvez voir ici. Et après, c'est aussi intéressant de voir qu'on a des jours, des journées où il n'y a quasiment flux entrant sur les ETF Bitcoin Spot. Notamment, ça a été le cas du 13, 14 et 15 mai. Et par contre, on voit que depuis le 16 et 17 mai, la relance est plutôt générale, hein, avec un flux entrant sur les ETF Bitcoin Spot de plusieurs centaines de millions de dollars, notamment 257 millions de dollars en général au 16 mai et 221 millions de dollars au 17 mai 2024. Et donc là où c'est intéressant de voir, vraiment si on prend du recul, c'est de voir que les ETF Bitcoin Spot en termes de flux entrant depuis le début, en comptant également les sorties, parce que je rappelle que les sorties sont plutôt faramineuses, hein, depuis le début des ETF Bitcoin Spot sur le Grayscale Bitcoin Trust, comme vous pouvez voir ici. Et c'est uniquement depuis le mois de mai qu'il y a quelques jours pour le GBTC où les ETF Bitcoin Spot sont entrants. Mais majoritairement, c'est du sortant. Et on peut le voir ici, vous voyez le total par gestionnaire d'actifs des flux entrants et sortants pour les ETF Bitcoin Spot. Et donc vous avez GBTC qui a perdu tout simplement 17 milliards de dollars de valeur de Bitcoin Spot. Donc c'est vraiment une énormité. Ils ont vraiment pris la douche, hein, GBTC, et tout cela tout simplement au profit en fait de BlackRock. Vous voyez, BlackRock a capitalisé 15 milliards de dollars sur les ETF Bitcoin Spot dans son portefeuille. Derrière, il y a ensuite le gestionnaire d'actifs Fidelity avec 8 milliards de dollars. Et en troisième position, on a un autre gestionnaire d'actifs, là c'est BITB. Je sais plus lequel c'est, je sais plus le nom exactement, mais voilà. Vous connaissez un peu la chanson et tout le reste, on va dire que c'est un peu moins élevé. Voilà. Bon, et donc au total, vous avez 12,6 milliards de dollars qui ont été injectés dans les ETF Bitcoin Spot par les institutionnels. Et on va en parler après. Et là, c'est, je rappelle, uniquement le marché américain. Et quand on va parler également du marché donc, de Hong Kong, hein, puisque en mai, eh bien, vous avez également depuis début mai la sortie des ETF Bitcoin Spot sur le marché hongkongais. Et là aussi, c'est intéressant de voir que c'est un gros flop, clairement, hein, puisque regardez, on a des chiffres qui sont tout simplement dans le rouge de partout et un total qui est même négatif si c'est possible, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc le ETF Bitcoin Spot et le marché hongkongais sur les ETF Bitcoin Spot est totalement à la rue, il faut le dire, et se fait cramer par les ETF Bitcoin Spot américains. Donc on pense que les marchés asiatiques en fait sont plus attirés par les ETF Bitcoin Spot de BlackRock, on peut se le demander, puisque derrière j'ai tout simplement une nouvelle, c'est ici de Watcher.guru sur Twitter.
Et on voit le graphique, vous voyez, de K33 Research, où vous avez tout simplement 937 firmes, c'est-à-dire entreprises financières, qui détiennent des ETF Bitcoin Spot au premier trimestre 2024. Voilà. Et à titre de comparaison, là, on voit, c'est très intéressant, c'est que les ETF, donc de Gold Spot, eux avaient pour leur part, dans la même période, à l'époque de la lancée, de la sortie des ETF Gold sur l'or Spot, eh bien, vous aviez seulement 95 entreprises financières qui avaient investi sur le premier trimestre de la lancée des Gold ETF. Donc on voit que là, il y a un véritable engouement sur le Bitcoin Spot au niveau des ETF, puisqu'on est à 10 fois plus en fait au niveau de la performance d'intérêt et d'attraction de la part des institutionnels sur le Bitcoin par rapport à l'or. Alors que l'or, c'est quand même le poids lourd, toute catégorie au niveau des valeurs refuges, mais qui est en train de, pas la question, peut-être sur le plan numérique en tout cas, se faire détrôner par le Bitcoin. On peut se poser la question. Voilà, quand on voit l'engouement des firmes financières. Allez, je continue toujours sur le Bitcoin. Cette fois, j'ai passé à un article de journalducoin.com. Bitcoin à la rescousse des Japonais et de leurs yens au fond du trou. Et là, on parle de Metaplanet. Du moins, un journal du coin fait référence à Metaplanet. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir, j'en avais déjà parlé dans les précédentes actualités crypto, que le yen japonais est en train de se faire exploser la figure par rapport au dollar. Donc, j'ai perdu plusieurs dizaines de points par rapport au dollar. Et les Japonais sont en train de faire un revirement de situation à 180 degrés, même 360, enfin, voilà, pour justement essayer de préserver au niveau des entreprises japonaises leur trésorerie et leur situation financière. Et que fait par exemple, là on prend l'exemple de Metaplanet, qui est une entreprise japonaise, elle a décidé de convertir l'ensemble de ses bénéfices quelque part en trésorerie dans le Bitcoin en tant que réserve de valeur principale. Donc ça veut tout dire, ça veut dire que ce n'est même pas l'or, parce que on pourrait dire la valeur refuge première ce serait l'or, mais c'est vrai que l'or pour l'entreprise c'est très compliqué après derrière de jouer facilement au niveau des transactions avec de l'or physique. Donc on voit tout l'intérêt du Bitcoin qui vient compléter en fait l'or physique en tant que valeur refuge, mais cette fois en aspect numérique qui permet tout simplement de fluidifier au maximum les échanges en termes de, comme vous pouvez voir, pour les entreprises, sur l'aspect financier, même pour les particuliers, etc., au niveau des paiements transfrontaliers, internes, etc. Voilà l'intérêt un peu du Bitcoin qui est en train de ressortir de plus en plus fort et qui se détache de plus en plus des monnaies fiat, au même titre que l'or, mais sur un autre aspect, c'est-à-dire que l'or c'est physique, le Bitcoin c'est numérique. Voilà, donc là c'est intéressant de voir que le Japon est en train de traverser une crise. Que font les Japonais? Ils se réfugient dans le Bitcoin. Hop. Allez, je continue donc cette fois avec, allez, une petite dernière nouvelle sur le Bitcoin, très intéressante je pense aussi, puisque là c'est un tweet de Bitcoin News et qui fait référence à un petit graphique assez sympa sur la distribution des 21 millions, vous savez, de Bitcoin au total. Et donc il faut savoir que 57% de tous les Bitcoins sont aujourd'hui détenus par des particuliers, des personnes. Et c'est là où on voit la force du Bitcoin, parce qu'on peut se dire qu'avec les ETF, Bitcoin Spot, ça y est, les Bitcoins sont en train de se faire manger, c'est un peu le cheval de Troie dans la bergerie ou dans le château, dans Troie, quoi. Mais on peut se dire que là, vous voyez que malgré les montants colossaux qui ont été injectés depuis le début là, du premier trimestre 2024 sur les ETF Bitcoin Spot, eh bien là, vous avez 3,9% des bitcoins qui sont détenus par les firmes institutionnelles, vous savez, 937 entreprises financières. Donc, on a encore de la marge quand même si, je vous avoue, que c'est vrai que c'est quand même le début du cheval de Troie, si on peut se dire, parce que cette part-là peut grossir au fur et à mesure du temps et malheureusement conquérir des parts du marché du Bitcoin. Après, il faut savoir là aussi, point très intéressant, c'est qu'il ne reste plus que 3,4% quelque part des Bitcoins détenus par les mineurs. Vous avez 5,2% qui sont détenus par le fondateur, donc Satoshi Nakamoto, qui est anonyme, je rappelle toujours, personne ne sait qui c'est, autant c'est une organisation, autant c'est un particulier, on ne sait pas, autant c'est une personne qui est décédée, c'est vraiment des spéculations qui vont bon train là-dessus, mais en tout cas, le jour où Satoshi Nakamoto, si c'est possible, s'il y arrive,
vend ses bitcoins, c'est sûr que ça va faire, il y aura un impact, hein, puisqu'il a 5,2% de la totalité du supply. Et vous avez très important 6,6% des bitcoins qui sont encore à miner, c'est-à-dire qui sont à aller piocher numériquement justement par les mineurs dans la poche des bitcoins intouchés pour l'instant. Oui, vous avez là aussi très intéressant 2,7% des bitcoins détenus par les gouvernements, donc quels qu'ils soient. Donc quand ils tapaient sur le bitcoin, quand ils nous disent qu'il ne fallait surtout pas aller sur le bitcoin, on voit bien l'hypocrisie des gouvernements. Et enfin, 3,6% sur les corporations, c'est-à-dire les entreprises, etc. Donc là, en fait, vous avez une grosse partie ici, de cette part-là, entre presque, allez, disons 10% des bitcoins qui sont détenus par les institutionnels, banques centrales, gouvernements, tout ce que vous voulez. C'est quand même pas rien. Donc, qu'ils ne viennent pas nous dire derrière que le bitcoin, c'est pour les criminels, puisqu'ils en ont. Ah, la bonne blague. Bon, et enfin, donc 17,6% des bitcoins ont été perdus. Et ça, vous savez, c'est le fameux cas du mot de passe, et de la phrase de récupération de sécurité qui a été perdue durant les années par les particuliers en général. Voilà. Et donc cette partie-là, peut-être aussi qu'un jour, à travers des services d'assurance ou de craquage peut-être spécialisés, eh bien des personnes pourront récupérer leur Bitcoin. En attendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 21 millions, vous avez bien moins de 21 millions de Bitcoin qui sont en circulation. Et tout cela par rapport à une demande qui est en constante augmentation. On le voit même, par exemple, avec l'exemple de l'article du Japon de l'entreprise MetaPlanet qui veut mettre le Bitcoin en tant que réserve principale de valeur. Bon, allez, ce sera tout pour le Bitcoin aujourd'hui, sur la semaine, et je vais passer donc au projet maintenant crypto, notamment le VeChain. Et notamment, je rappelle, petite information, j'ai un tweet de la fondation VeChain qui explique tout simplement pourquoi, selon leur vision, la blockchain VeChain Tor de l'écosystème VeChain est une des meilleures blockchains au monde. C'est parce que, là par exemple, selon leur dire, eh bien la consommation électrique en énergie, en tout cas, en énergie de la blockchain VeChain Tor ferait 0,04% de la consommation énergétique des autres blockchains. Ce qui est l'équivalent en fait d'un simple plein de gasoil sur une voiture pendant une année. Voilà. Donc un peu à quoi résume l'ensemble de l'écosystème du VeChain en termes de consommation énergétique. Plutôt sympa pour les fans de la préservation écologique et la transition énergétique. Chacun son truc. Allez. Ensuite, je parle également donc, de l'aspect marketing sur le VeChain, puisque regardez, vous avez tout simplement actuellement donc, un événement qui est Internazionali BNL d'Italia, donc en Italie, qui fait référence à un tournoi de tennis, un peu à l'image de Roland-Garros, mais bien sûr de façon plus nationale, c'est italien. Et vous avez durant ce tournoi Alex de Mumu, de son pseudonyme Twitter, mais son vrai nom de Alexandre Müller, c'est un Français en plus, qui a fait une très très grosse performance durant ce tournoi. C'est la 80e édition de la Internazionali BNL d'Italia, puisqu'il s'est détaché au niveau des performances. Il a tout gagné, il a tout explosé sur son passage, et il s'est révélé, clairement. Et pourquoi il fait référence à VeChain? Simplement parce que VeChain sponsorise en fait Alexandre Müller, et vous pouvez même voir en fait sur son t-shirt le logo de VeChain. Voilà, et ça a apparu dans l'équipe tout ça. Donc on voit que le marketing sur l'aspect du VeChain continue de grossir, notamment en France, en Europe. Allez, je passe ensuite à la prochaine nouvelle qui est donc VBetter DAO, vous savez. Je rappelle que VBetter DAO est actuellement en alpha testnet, comme c'est écrit en gros ici, et qu'elle passera en mainnet, donc la plateforme, le 30 juin, c'est-à-dire dans un mois et demi à peu près. Donc les choses avancent et se bousculent, puisque vous avez désormais 6 dApps qui sont présentes sur la plateforme, comme vous voyez, avec la dernière dApp qui est entrée en vigueur, qui est Green Card, et qui permet de récompenser les utilisateurs en échange de la prise de photos des factures qui présentent notamment par exemple des légumes ou des choses
en lien avec l'aspect vert, si je puis dire, des choses. Donc pourquoi pas? Et donc si vous prenez en photo vos factures où vous avez des légumes, de la verdure dans ces factures, eh bien vous serez récompensé derrière en B3TO et en V3TR, enfin, ou l'inverse, je sais plus. Voilà. Donc c'est assez sympa ce qui se passe. On voit que ça continue donc d'évoluer cette plateforme VBTR-DAO sur la phase de testnet et donc qu'elle brûle tout simplement cette plateforme de plus en plus de VTHO parce qu'elle est de plus en plus utilisée. Là c'est intéressant. Et donc si j'en parle, hop, c'est tout simplement parce qu'on voit que ça va dans le bon sens aussi dans l'utilisation puisque vous avez désormais un tweet de UCO Network qui a été relayé par la fondation VeChain. C'est comme ça que je l'ai vu, ce tweet, et donc fait référence à leur communauté qui va désormais participer à la plateforme VBTR-DAO puisque ça y est, eux, ils veulent mettre en place le UCO Network, plusieurs dApps sur la plateforme VBTR-DAO. Et donc là, on va rentrer, regarder, ils le disent eux-mêmes, UCO Network, dans une phase où la plateforme VBTR-DAO va sûrement, probablement, accueillir des dApps en lien avec l'aspect de gamification, c'est-à-dire des jeux pour apprendre. Donc je ne serais pas étonné qu'on ait des dApps dans l'avenir où vous aurez vraiment une véritable application et vous pourrez peut-être à l'aide de jeux ou à l'aide de, vous savez, de processus pour apprendre, eh bien, un système, vous serez récompensé en utilisant une application de gamification. Voilà. Donc, c'est en train d'évoluer. Et cette plateforme-là, je rappelle, elle est encore en phase de test. Elle n'est même pas encore sortie. Bon. Allez, je continue. C'est vrai que le prochain projet sera tout pour VeChain aujourd'hui. J'ai passé à VV Digital Collectibles, avec notamment donc un nouveau drop de NFT, vous savez, en lien avec la réalité augmentée et donc le métaverse sur l'application VV Digital Collectibles. Eh bien, c'est la petite sirène de Disney qui est sortie aujourd'hui. Vous voyez le drop donc en ce dimanche 19 mai à 8h heure américaine. Et donc, pour placer la petite mise en bouche, pour faire également la transition sur le gros événement qui va avoir lieu cette semaine, à partir du 22 mai, c'est-à-dire l'événement Blackpink, qui fait référence, dont fait référence VV Digital Collectibles depuis quelques semaines. Et donc là, on a plus de nouvelles effectivement sur cet événement qui débute à partir du 22 mai. Et donc là, j'ai un petit trailer que je vais vous passer juste là, en lien avec VV Vibe. Je vais vous expliquer vraiment ce que c'est VV Vibe, c'est plutôt intéressant. Et le partenariat avec Blackpink, bien évidemment, j'en ai parlé la semaine dernière. Hop, allez, je vous passe le trailer. Hi VV fans and Blinks, this is Blackpink. I hope you all enjoyed our album Born Pink. And there's one more thing we prepared for you. We will be releasing our first digital collectibles on VV, so please check it out on the VV website or on the mobile app. We hope you all enjoy it, and we would like to thank VV for making this happen. Please stay tuned on VV for more upcoming news. Thank you and see you soon. Voilà, bon, écoutez, elles ont tout dit, après c'est en anglais, donc je vous traduis rapidement, c'est Blackpink. C'est vrai que ça, j'étais étonné, je m'attendais pas trop à ça. Vous avez les artistes, donc plutôt connus, Blackpink, c'est 10 millions de followers sur Twitter et des milliards de vues sur YouTube. Mais c'est surtout un groupe, pour ceux qui ne connaissent pas, sud-coréen. Donc c'est vrai que c'est très connu en Corée du Sud, mais même à l'échelle mondiale, vous le voyez. Et donc là, c'est carrément les artistes, et ça, franchement, je ne m'attendais pas, qui ont reposté, vous voyez dans le trailer, qui ont parlé directement de VV Digital Collectible. Donc là, le coût de publication, le coût de com, il est énorme, je ne vous cache pas. Et c'est pour ça que je vous montre un petit article derrière, hop, sur justement de Go Collect, qui fait référence à tout ça, qui explique ce que c'est, etc. Et donc, le principe, vous voyez, de l'aspect marketing, l'impact déjà que ça a. Alors, je rappelle que les collectibles digitaux ne sont même pas encore sortis. C'est à partir du 22 mai que vous aurez le premier drop. Et donc là, vous voyez l'impact de cette annonce. Elle est déjà énorme en termes de visibilité pour l'application VV Digital Collectibles. Parce que sur X, vous avez donc 40,7 millions de comptes touchés. Instagram, vous avez 2,3 millions. TikTok, 43 000. Ça, je ne me trompe pas. Facebook,
à peu près 200 000. Voilà. Et là, ça n'a pas encore été relayé, et peut-être que ce ne sera jamais relayé par le compte officiel Blackpink. Mais visiblement, vu que les artistes elles-mêmes en parlent, je pense que je ne serais pas étonné que même Blackpink fasse référence à cette annonce dès la sortie des drops. Pourquoi pas? En tout cas, ce serait étonnant quand même qu'ils ne communiquent pas Blackpink sur ce partenariat. Et là, je vous dis pas que s'ils le mettent sur leur propre compte, ce sera vraiment le bordel, hein, si je puis dire. Pas photo, quoi. Voilà. Donc, effectivement, là, vous avez une personne qui rappelle un peu, qui représente en termes de visibilité le groupe Blackpink. Donc, 58 millions de followers sur Instagram, 10,3 millions, comme je vous l'ai dit là, sur Twitter, 93,6 millions sur YouTube pour un total de 33 milliards de vues sur YouTube. Voilà, donc ça vient sur VV, on est d'accord, c'est le tralala, tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Maintenant, je vais vous parler de VV Vibe. C'est là où c'est vraiment intéressant, hein, au-delà de, bien sûr, de l'événement Blackpink, hein, qui est très ponctuel. C'est plutôt l'aspect de, vous savez, VV, comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, c'est des NFT liés à la réalité augmentée, mais pas que. Donc vous avez l'aspect collectible 3D numérique, donc en lien avec des licences très connues comme Marvel, DC Comics et tous les, par exemple, toutes les licences cinématographiques, Jurassic Park, Jurassic World, etc. Mais vous avez également, de l'autre côté, vous avez les bandes dessinées, donc vous pouvez lire en réalité augmentée qui sont des NFT, donc là la blockchain, hein, je rappelle. Et maintenant, donc c'est plutôt récent, hein, vous avez ce qu'on appelle VV Vibes, si je le mets là, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la musique, donc les collectibles digitaux 3D en lien avec la musique, comme, et là on va parler justement de ces digitaux, enfin de ces Blackpink Digital Collectibles, où vous avez donc les 4 artistes, hein, qui sont représentés, comme vous pouvez le voir ici, avec leurs NFT, en fait, avec donc il y a Jisoo, Jenny, Rosé, Lisa, voilà. Je connais pas trop, hein, j'avoue, mais je découvre en fait en même temps. Bon, chacun son délire, hein. Voilà, et il y a également des NFT, je sais même pas ce que c'est un micro, ou je ne sais pas. Il y aura également un light stick et le stage, voilà, où elles pourront peut-être chanter. Et c'est là où justement quand on parle de chansons, où c'est intéressant avec VVVAB, c'est qu'on là on rentre également dans des NFT liés à la musique. Et donc vous voyez venir, peut-être qu'il y aura un aspect de propriété intellectuelle de la musique, parce qu'on parle de ça, vu que c'est des NFT. Et donc derrière, VV va pouvoir ouvrir également cet aspect-là de collection de musique. Pourquoi pas? Voilà. Donc c'est plutôt une grosse avancée, je pense, hein, pour VV Digital Collectible. Là, c'est sûr, en tout cas au niveau marketing, ils sont en train là de faire du bruit, hein, beaucoup de bruit, ça c'est sûr. Allez, maintenant on va s'intéresser, je vous présente, je fais exprès de vous présenter les statistiques, notamment sur VV Feed de l'application VV, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'effet, hein. Je voulais voir s'il y avait déjà eu des effets ou pas sur les statistiques. Alors, au niveau du mois, c'est plutôt c'est plutôt stabilisé, hein, au niveau du chiffre d'affaires. Vous voyez, on a 1 456 000 $ de chiffre d'affaires sur un mois. Mais là où je veux voir surtout, c'est les transactions et l'aspect, bien évidemment, des statistiques, hein, sur l'application VV. Vous voyez, tout est stable, hein. Vous voyez, là, on a eu sur les transactions générales, on est plutôt même en baisse. Sur les transactions par Arte, pareil. Donc, on est plutôt là, même pour le chiffre d'affaires, c'est plutôt légèrement en baisse, hein, sur 30 jours, bien évidemment, sur 30 jours. Donc, on n'a pas encore d'effet réel d'impact sur l'application VV, malgré l'annonce encore là de VV Digital Collectibles avec le lien avec Blackpink. Et le market cap, même, vous voyez, il est même en baisse. Donc, là, on va voir vraiment les chiffres. Il n'y a que le nombre de détenteurs de wallet chez VV Digital Collectibles qui est en hausse, mais de façon régulière. Donc, je fais exprès de vous mettre ces chiffres-là à jour pour voir si est-ce qu'il va y avoir un impact dès la semaine prochaine avec la sortie de donc des figurines donc numériques 3D des Blackpink. Voilà, on verra bien. Allez, ce sera tout pour VV Digital Collectibles aujourd'hui. Maintenant, j'ai passé donc au prochain projet, c'est-à-dire XRP et Ripple. Donc là, j'ai un article de The Crypto Basic qui fait référence tout simplement aux chiffres un peu fous là, de la blockchain, donc du XRP,
puisque le XRP Ledger au niveau des transactions donc, a explosé de 108% au premier trimestre 2024. Et en même temps, les frais de gaz, en fait, les frais de transaction, eux, ont diminué de 45%. Donc là, ça fait référence, en fait, tout simplement à l'adoption, mais pas l'adoption du token XRP, mais plutôt l'adoption de l'écosystème du XRP par les entreprises, les institutionnels, les banques centrales à travers le monde, au niveau des partenariats, etc. Donc ça, c'est vraiment très bon signe. Et c'est un signe, surtout, malgré la chute des prix du XRP, comme toutes les cryptos là, ces derniers temps, et quelques pourcents, eh bien, par contre, l'utilité réelle derrière, elle continue de croître. Donc ça, c'est extrêmement prometteur, hein, bien évidemment, sur le long terme. Donc, et ça, malgré, je vous rappelle, hein, malgré le combat entre la SEC et Ripple, c'est-à-dire l'entreprise qui est derrière la création du XRP. Au niveau d'ailleurs de ce combat, eh bien, on a demain une dernière phase, c'est vraiment, je pense, la dernière phase, le 20 mai, où les deux parties doivent également remettre quelque part leurs conclusions à la juge, et enfin la juge pourra derrière déterminer oui ou non hein, le verdict sur ce procès épique, clairement. Donc après la juge, hein, elle pourra prendre son temps, donc il n'y a pas de délai réel, je pense, donc ça pourra être surtout en 2024, à mon avis, le verdict, et des analystes parlent plutôt de septembre 2024 pour un verdict définitif de la part des tribunaux américains. Donc on sera fixé peut-être en 2024, ce serait vraiment sympa pour tout le monde. Allez, donc je continue, hop, là j'ai un autre article, toujours sur XRP et Ripple, de cointribune.com. Ripple mise sur la tokenisation. XRP catalyseur d'une révolution crypto. Donc vous avez tout compris, qu'est-ce qui s'est passé en fait durant le premier trimestre 2024? On a eu eh bien, le narratif RWA poussé par BlackRock, vous savez, avec leur fonds de tokenisation qu'ils ont mis en avant. Et bien derrière, vous avez tout l'aspect du narratif RWA qui est en train d'exploser, entraînant derrière tous les, en termes d'utilisation, hein, de volume, tous les projets de près ou de loin en lien avec ce narratif-là. Donc vous avez VeChain, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, avec leur plateforme PBTDAO, eux sont totalement dans cet aspect-là. Ripple également, avec cette fois une focalisation sur les paiements transfrontaliers, mais c'est de la tokenisation d'actifs. Et d'ailleurs, vous avez Oliver Segovia, donc haut responsable chez Ripple, et notamment responsable marketing, qui lui nous a partagé sa vision, hein, comme dit l'article, et donc où tout se calcule et se transige via des jetons, ce qu'on appelle la tokenisation, et il met en perspective, donc en lumière, hein, le rôle crucial de XRP dans la révolution de la tokenisation, mais bien sûr pour tout ce qui est paiement transfrontalier. Voilà. Donc c'est pour ça que là on voit que le fond du projet, c'est ça le plus important, hein, je rappelle, c'est vraiment l'utilité des projets, leur adoption, et en général, bien, quand on fait ça, on a derrière, sur le long terme, les prix qui suivent. C'est plutôt logique. Bon. Je rappelle également, hein, très important, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif uniquement. Et vous devez faire vos propres recherches, les amis, si vous voulez prendre des actions, quelles qu'elles soient, suite à cette vidéo. Bref, allez, une fois que c'est dit, je continue. Et cette fois, je vais passer aux actualités crypto plus générales. Allez, hop, avec notamment un article de cryptost.fr. Donc Bybit, KuCoin, BitGet, l'autorité des marchés financiers AMF était en campagne contre les crypto-monnaies. Donc là, c'est simple, c'est tout simplement l'arrivée de la loi MiCA, hein, on en parle depuis des années, 2022, même 2021, eh bien ça y est, cette loi MiCA au niveau européen est en train de bousculer et de mettre la pression sur les autorités des marchés financiers pour chaque pays, entre guillemets, et donc c'est pour ça que là on a un peu une chasse aux sorcières hein, sur les plateformes exchange qui ne sont pas enregistrées PSAN, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas des prestataires d'actifs numériques. Donc c'est tout simplement l'essor de la régulation en Europe qui est en train de basculer peut-être plus dans le flicage que dans l'accompagnement, dans l'encadrement du secteur. Et ça, par contre, c'est dommage. Bon. Allez, je continue. Et là, j'ai un article de Cointelegraph France, crypto, donc la DCC, DTCC et Chainlink boucle un projet pilote pour la tokenisation des fonds de TradeFi. Donc vous voyez, on en revient encore une fois à la tokenisation des actifs. Donc là, j'ai l'impression que cette tokenisation, dite en d'autres termes RWA Real World Asset, est le nouveau narratif vraiment de la décennie,
puisque tout le monde se jette là-dessus. Parce que c'est vraiment trop utile de tokeniser des actifs, notamment même que ce soit de l'immobilier, que ce soit plein de choses, des actifs boursiers, etc. Et donc, dernière révolution en date là-dessus, c'est Chainlink, le projet La Crypto Chainlink, qui se associe avec JP Morgan, BNY Mellon, des grandes banques, pour justement mettre en place la tokenisation des actifs à travers un programme pilote, ici, qui a déjà été mis en place et testé, apparemment, comme vous pouvez le voir ici, pour transférer les données des fonds financiers traditionnels sur des blockchains. Donc là, on arrive, ça y est, dans un nouveau monde. C'est un nouveau monde, et c'est là où on voit, et je me permets avec toute humilité de le dire, je pense personnellement que c'est la chance peut-être de la décennie, voire du siècle, qui est quasiment aussi révolutionnaire à mon sens que la révolution industrielle qu'on a eue au 19e siècle, par exemple. Parce que là, on a une véritable solution en termes de logistique, de supply chain pour le transfert, avec transparence et avec surtout rapidité et sans générer trop de frais de transaction, à des coûts défiant toute concurrence par rapport au réseau Swift bancaire par exemple, la possibilité de transférer n'importe quel actif numérique et même pourquoi pas bientôt physique. Bon, après physique ce sera autre chose bien évidemment, mais on y arrive avec l'aspect du digital notamment. Bon, allez, je continue. Donc là, c'est plutôt bon signe pour Chainlink. En tout cas, beau projet. Donc je voulais faire une vidéo, mais j'ai pas le temps, vous avez compris. Donc bon, on verra. Peut-être qu'un jour, j'aurai le temps de faire des vidéos. Donc je vais faire une vidéo sur Base et une vidéo sur Chainlink, c'est sûr. Allez, j'ai un autre article, cette fois de Coin Academy, donc toujours dans les actualités crypto générales. La Deutsche Bank s'associe au projet de tokenisation des actifs de Singapour. Vous l'avez compris, je ne vais pas vous le redire. La tokenisation des actifs, c'est vraiment le sujet du moment. Donc, peut-être à zioter de très près pour vous, pour éventuellement avoir sa part du gâteau, les amis. Bon, allez, je continue sur cet aspect-là, et maintenant je vais passer aux actualités économiques plus générales. Et donc là, j'ai un article de latribune.fr où on voit qu'on a tout simplement dans une bascule du monde entre le bloc occidental d'un côté, les BRICS de l'autre, puisque là, vous avez les tensions commerciales entre la Chine et l'Union européenne. Pékin lance une nouvelle enquête anti-dumping, comme on appelle ça. Vous voyez, c'est écrit là, le ministère chinois du commerce a lancé une enquête anti-dumping sur les copolymères POM, plastique d'ingénierie, importés depuis l'UE. Parce qu'ils soupçonnent, mais en fait c'est sur fond de guerre commerciale, tension, on va dire tension commerciale, puisque nous, l'Union européenne, on a lancé des enquêtes sur les produits chinois, pour justement des soucis d'anti-dumping, et donc eux, en contrepartie, eh bien, ils nous lancent la même chose à la figure. Et donc, pourquoi on fait référence à tout ça? Eh bien, je fais référence à tout ça parce que derrière, vous avez, hop, là j'ai un petit tweet, comme vous pouvez voir, de Camille Moscow, où on voit, donc là, très récemment, puisque c'était le tweet au 17 mai 2024, vous savez, la visite de Vladimir Poutine en Chine. Et donc, ici, vous avez, voilà, eh bien, le président chinois et le président russe qui, on va dire, rappellent et commémorent leur très solide alliance d'une façon solennelle, si je puis dire, qui est très loin des tensions commerciales que nous on a mis en avant à travers l'article précédent. Voilà. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc vous avez la Russie et la Chine qui sont plutôt en train de créer une alliance solide. En plus, derrière, vous avez ce qu'on appelle le BRICS. Donc le BRICS, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'alliance économique Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et qui a été rejointe donc là en 2024 par 6 autres pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran et également donc l'Argentine, il me semble, etc. Les autres, l'Égypte aussi. Voilà. Et donc, on voit que le monde est en train de se réfugier autour des BRICS, et les BRICS, eux, leur volonté, c'est quoi? C'est de s'affranchir totalement du dollar. Donc, et pourquoi? Maintenant, j'en viens au dollar, et donc c'est parfait, on va parler des monnaies fiat, et notamment du dollar, et regardez, donc le dollar se porte encore très bien, mais par contre, pas pour ses alliés.
C'est-à-dire que là, je vous parlais du Japon, notamment du yen japonais qui est en train de s'effondrer. Eh bien, regardez, le yen japonais, sur quasiment 5 ans, il a perdu 32% de sa valeur par rapport au dollar. Donc, le Japon est en train de faire face à une crise économique vraiment sans précédent, puisque tous les échanges avec le dollar sont en train vraiment de leur coûter un max en termes d'importation. Et l'euro, regardez l'euro, nous aussi sur la même période, on a perdu entre 6,76% de notre valeur par rapport au dollar. Donc on voit que nous aussi, plus le temps passe et plus nos importations en dollars sont chères. Et je ne parle même pas de la livre sterling, eux ils se sont fait exploser, hein, les Anglais, par rapport au dollar, moins 22%. Et enfin, et c'est là pour ça où ça se trouve très intéressant, c'est que le dollar lui-même, en plus, est en train de battre de l'aile. Et notamment, regardez, vous avez le franc suisse qui lui est en train d'exploser le dollar. Donc le franc suisse, c'est vraiment la monnaie fiat, je pense, qui est la plus solide au monde. Après, c'est mon avis personnel, mais quand je vois les performances, notamment par rapport au dollar, je trouve que le franc suisse, vraiment, ils sont solides, quoi. Les Suisses, petit pays, mais ils en comptent vraiment gendarmes du monde, boursiers et militaires. Les États-Unis sont en train de les rétamer sur le plan économique. Bon, en tout cas, sur le plan économique, c'est vraiment sur le plan monétaire, hein, bien sûr, compris. Et derrière, vous avez par exemple le dollar australien également qui reprend du poil de la bête. Vous voyez, alors qui a un peu chuté là, ces derniers temps, hein, par rapport au dollar, mais sur 5-6 ans, ils sont quand même à plus 8% de performance par rapport au dollar américain. Donc voilà. Ça en dit long quand même, vous voyez, sur l'évolution des monnaies fiat. C'est-à-dire que on parle toujours de volatilité sur le Bitcoin. Surtout ne pas investir dans les cryptos parce que c'est risqué, parce que c'est volatile. Mais regardez, je vous dis sur 5 ans, hein, vous voyez l'état un peu des monnaies fiat, notamment par rapport au dollar. On ne parle pas de 1 ou 2% là. Là, on parle de moins 32% pour le yen japonais, moins 7% pour l'euro. Bon, c'est quand même, c'est pas des petits montants, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur ce fond-là? Ça veut dire tout simplement que nos monnaies fiat occidentales, et là je parle bien de occidentales, l'euro, le yen, etc., la livre sterling et même le dollar sont en train au final de se faire éclater, tout simplement. Et donc, derrière, ça justifie des périodes, eh bien, une inflation qu'on a connue, hein, entre 2022 et tout. Bah, ça explique un petit peu cette partie-là aussi, même si il y a également les facteurs géopolitiques comme la guerre, etc., qui viennent gonfler l'inflation. Mais regardez par exemple le pétrole. Alors le pétrole est en train de reprendre un petit peu à la hausse là. Mais c'est vrai que par rapport par exemple à 1950, mais 1972, depuis le choc pétrolier de 1972-73, on a une hausse régulière du pétrole. Comme vous pouvez le voir ici, hein. Je vous montre juste la courbe, vous avez compris quoi. Voilà. Bon. Ensuite, je vous montre la courbe de l'or. L'or est en train de repartir à la hausse, là, il est en train d'exploser. Donc vous l'avez vu, hein, la courbe de l'or depuis 2004. Donc a pris 10 000 euros le kilo, il est aujourd'hui à plus de 70 000 euros le kilo. Et donc là, il était redescendu, vous voyez, presque en dessous des 70 000. Et là, il est en train de remonter pour atteindre 71 432 euros le kilo. Donc l'or est en train de reprendre du poil de la bête. Et ça, qu'est-ce que ça rappelle? Ça rappelle que si plus l'or prend de la valeur, et plus c'est un signe de déstabilisation géopolitique économique mondiale. Donc le fait que l'or reprenne de la valeur, eh bien ça veut dire ça veut dire que les monnaies fiat sont en train de s'effondrer. Et c'est un peu ce que je vous montrais. Pas besoin de lire entre les lignes, hein. C'est affiché en gros ici avec les chiffres que vous avez là pour les monnaies comme le yen, l'euro, etc. Voilà, donc en tout cas, l'or par rapport à l'euro est en train de tout exploser. Et enfin, c'est pour ça que là je vais finir la vidéo sur des conseils de Robert Kiyosaki. Donc je rappelle que Robert Kiyosaki, vous voyez, j'ai son compte ici. C'est 2,5 millions de followers, c'est un investisseur, entrepreneur et surtout l'auteur de Père riche, Père pauvre, hein. Je l'ai personnellement lu ce livre et je l'ai trouvé exceptionnel, vraiment. Je vous invite à lire ce livre. Si vous aussi, parce que je me permets de vous le dire, parce que si vous regardez cette vidéo
et vous avez regardé surtout toute la vidéo en entier là aujourd'hui, bah, je vous dis bravo, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est assez long, hein, c'est vrai, je sais, mais je n'ai pas le choix, j'ai pas le temps, donc je suis obligé de faire d'une traite. Je peux pas couper en petits bouts de vidéo durant la semaine. Mais donc, en tout cas, voilà, si vous en êtes là et que vous voyez cette partie-là, et que vous n'avez pas lu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, vous en êtes vraiment à le lire, ça vous intéressera forcément, puisque vous vous intéressez aux investissements, à la crypto, etc. Bon, donc, selon Robert Kiyosaki, ça y est, donc la mauvaise nouvelle, c'est que le crash a commencé, ce sera un mauvais crash, vraiment un très mauvais crash. La bonne nouvelle, c'est que les crashs, c'est également des opportunités pour être riche, notamment. Et donc, que fait Robert Kiyosaki dans ce tweet? Eh bien, il nous donne ses règles, entre guillemets, ses conseils pour justement eh bien, ne pas être balayé par les crashs en même temps que la majorité, si je puis dire, hein, c'est désolé de le dire comme ça, mais des gens qui ne voient pas les choses arriver. Bon. Donc, nous, on est plutôt depuis plusieurs mois et tout, en fonction de mes vidéos, c'est vrai que on est plutôt avertis, on sent tous, je parle au nom de la communauté, je pense, parce que on est tous un peu sur la même longueur d'onde là-dessus, on sent un crash arriver, et donc, eh bien, il faut prendre des mesures et, pour justement résister au maximum à ce crash-là. Et donc, la première règle de Robert Kiyosaki, c'est surtout de ne pas attraper les couteaux qui tombent, c'est-à-dire de ne pas investir, par exemple, sur des actifs qui sont en train de s'effondrer sous prétexte qu'on pense qu'il y a un bottom qui est arrivé et tout. Sauf que durant un crash majeur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont les entreprises qui se font lessiver, c'est des actifs qui se font lessiver, et donc il peut également ne pas y avoir de bottom, ça peut continuer à tomber. Donc, il nous dit surtout ne pas prendre des actifs dont personne ne veut. Sa première règle. Ensuite, sa deuxième règle, c'est étudier. YouTube, il le dit, est la plus géniale source pour le réel, mais également pour le fake. Et dit au niveau des professeurs, donc il faut choisir des gens, des influenceurs, des professeurs qui sont en accord avec votre vision et soient des bons professeurs. Voilà, donc vous balayez tous les mauvais professeurs. Par exemple, si vous considérez que moi, j'ai des bêtises ou quoi, eh bien, il faut aller sur une autre chaîne. Voilà, en tout cas, c'est son conseil et je le rejoins tout à fait là-dessus. Ensuite, troisième règle, faites-vous de nouveaux amis. C'est-à-dire, cherchez des personnes qui sont sur la même voie que vous, restez loin des victimes. C'est ce qu'il dit. C'est écrit ici. Et restez loin, en fait, des gens qui blâment le monde entier pour leur malheur sans qu'ils ne prennent vraiment d'action pour changer leur malheur. Ça, c'est vraiment rester loin de ces gens-là. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils attendent tout du gouvernement, ils attendent que ça tombe quelque part du ciel, et ce seront les premiers à vous blâmer, entre guillemets, si vous vous en sortez, quoi. Voilà, c'est un peu ce qu'il dit, hein. Il y va franco, Robert Kiyosaki, hein, clairement. Bon, ensuite, quatrième règle, créez votre propre business si vous le pouvez. Alors là, je le rejoins, mais pas tout le monde peut se permettre de créer son propre business, c'est plutôt compliqué. Donc, si vous pouvez, créer votre propre business parce que lui, il parle de l'intelligence artificielle et surtout aux États-Unis. C'est-à-dire que Robert Kiyosaki, lui, il vit aux États-Unis, donc il y a des choses qui sont propres au niveau local aux États-Unis. Et lui, il dit l'intelligence artificielle est en train de supprimer des millions de postes à travers le monde. Donc, pour lui, la meilleure façon de s'émanciper de ce risque, si vous avez un poste qui est en lien avec des risques liés à l'intelligence artificielle, eh bien, commencez votre propre business et devenez un entrepreneur. Et non pas un employé qui a peur de perdre son travail. Lui, c'est ce qu'il dit. Donc là, on rejoint tout à fait l'esprit de ces livres, hein, de Robert Kiyosaki, mais là, je le trouve bien plus direct par rapport à ces livres. Parce que pas tout le monde peut se permettre de quitter son travail comme ça du jour au lendemain, etc. Bon, donc c'est vraiment vous, hein, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire de ces conseils. Ensuite, cinquième règle, cinquième conseil, choisissez voilà, les meilleurs professeurs sur YouTube. Hein, parce qu'il y a une abondance de bons professeurs et de mauvais professeurs, entre guillemets. Et lui, il a des suggestions, hein, dit par exemple pour l'immobilier, choisissez Ken McElroy, pour les taxes, Tom Willwhite, mais comme je vous disais, lui, il est aux États-Unis. Donc forcément, par exemple, les taxes, Tom Willwhite, il s'adressera à un public américain, puisque les taxes entre la France et les États-Unis ne sont pas les mêmes et il n'y a pas la même législation. Mais par contre, pour les actions boursières, il dit John McGregor,
Pour le pétrole, Mike Moseley et également toutes les personnes qui écrivent des livres, qui ont des podcasts, etc. Donc, le plus important, c'est vraiment d'apprendre, parce qu'il dit la connaissance, c'est le pouvoir, entre guillemets, et ça tombe bien, moi, ce que je vous dis depuis le début, hein, c'est la connaissance, ça permet d'agir derrière. Parce que si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas, comment voulez-vous agir? Donc là, ça tombe là-dessus. Ensuite, sixième et dernière règle, ne conservez pas les fake money, c'est-à-dire l'argent qui n'est pas de l'argent, entre guillemets. Et là, il parle de quoi? Il parle des monnaies fiat comme le dollar, l'euro, le yen, etc. Et donc, là, ça résonne tout à fait avec ce que je vous montrais tout à l'heure au niveau des monnaies fiat qui sont en train de s'effondrer, même pour l'euro par rapport au dollar, par exemple. Et en contrepartie, il conseille d'acheter de l'or, de l'argent, du bitcoin et tout ce qui est en fait lié à la monnaie réelle, à l'économie réelle, qui ne peuvent qu'aller vers le haut en termes de valeur et surtout dans un crash des marchés, un crash boursier. Donc lui, vraiment, en conclusion, il dit prenez soin de vous et faites en sorte que ce crash soit la meilleure opportunité qui vous soit jamais arrivée dans votre vie. C'est écrit ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment spécifique. Lui, c'est le Bitcoin, l'or, l'argent et tout ce qui est en lien avec peut-être, là, il ne le dit pas, mais c'est moi qui le mets, mais avec des narratifs comme l'intelligence artificielle, le RWA, c'est-à-dire les narratifs liés à la tokenisation d'actifs, donc réels. Voilà, donc tout ce qui est vraiment, qui est révolutionnaire un peu, qui s'inscrit dans la révolution économique en termes d'utilité réelle pour les économies, pour le changement de ce qu'on connaît aujourd'hui, ça, c'est des actifs qui peut-être, je dis bien peut-être, hein, parce que je rappelle, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal, mais sur les actifs boursiers, comme on peut voir ici, qui sont en train de battre de l'aile, pas pour le moment, hein, parce que là, on voit le CAC 40, les marchés boursiers sont encore en train d'exploser, mais on sait qu'un jour, il va y avoir un retour de bâton, et on sait de plus en plus que l'économie réelle est totalement décorrélée des marchés boursiers, de plus en plus. On le voit parce qu'on a des trillions de dollars et d'euros même de dettes, enfin, pour les pays. Donc, il n'y a plus de corrélation du tout entre l'économie réelle des choses et la spéculation qu'il y a derrière sur les marchés boursiers. Voilà. Donc c'est pour ça, tout ça fait que personnellement, je suis totalement en adéquation, d'accord, hein, avec ce que dit Robert Kiyosaki. Après, bien sûr, il faut quand même mettre les formes, c'est-à-dire il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de quitter par exemple son travail, ou voilà. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vous en faites, quoi. Bon, mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant de voir la vie d'un entrepreneur, hein, puisque Robert Kiyosaki, pour vous dire, il a même été SDF, pour vous dire, avec sa femme, hein. Donc là, je vous spoil un peu, mais pour vous donner un peu le personnage. Et il voulait vraiment atteindre la liberté financière, donc c'est interdit même d'avoir un emploi. Ils n'avaient pas de toit, ils dormaient dans leur voiture. Et finalement, aujourd'hui, c'est des multimillionnaires dans leur entreprise, etc. Voilà, donc plutôt inspirant comme parcours de vie. Et il sait de quoi il parle. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Bon, donc sur ce, eh bien, écoutez, hop, les amis, j'ai fini pour la vidéo aujourd'hui pour l'actualité crypto, donc numéro 75. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris des choses, si vous avez aimé la vidéo, et surtout si vous êtes en adéquation un petit peu avec les propos de Robert Kiyosaki, moi aussi ma philosophie des choses et tout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner également, c'est vrai, on grossit la chaîne, là, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait super plaisir. C'est vrai que je ne peux pas faire des vidéos tout le temps, hein, je vous l'ai dit, je n'ai pas le temps. Mais tous les dimanches, je suis là, je suis au rendez-vous pour faire les vidéos pour les actualités crypto. Voilà, et sinon, écoutez, n'hésitez pas à mettre également des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, des choses que vous voulez voir, vous voulez partager avec tout le monde, avec la communauté, avec moi, etc. Voilà, n'hésitez pas. Donc sinon, je vous souhaite écoutez, une bonne fin de week-end, une bonne semaine, puis je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Allez, la bise, ciao!